funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Si je veux critiquer le système qu'il a représenté en tant que jeune de l'UMP, j'ai un bâillon sonore. J'ai quelque chose qui va me faire parler sans pouvoir toucher du doigt ce qui peut être dérangeant. Et déranger, pourquoi ? Parce que ça me demande de frapper sur lui, d'un point de vue symbolique. Nous ne sommes pas là pour taper sur les gens non plus. Mais non. Soulever des tabous. Il a bien dit de parler français. Parler français, c'est que vous êtes en face d'un poids lourd. Dans le fait, Nicolas Sarkozy, quand tu pars né d'une famille hongroise et que tu n'es président de la République française, Oui. c'est un modèle de réussite. Pardon de vous le dire, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, entre la France et l'Afrique, qui apporte plus à l'autre. Les gens ont l'impression que c'est la France qui apporte beaucoup à l'Afrique, alors qu'en réalité, c'est l'Afrique qui apporte beaucoup à la France. Si vous venez travailler avec moi, il y a des règles. L'Afrique va aussi gagner. Bienvenue dans les funérailles des tabous, la chaîne où l'on ne se contente pas de commenter le monde, on l'interroge, on le décortique et on le bouscule aussi. Ici, on parle de tout ce qui façonne nos sociétés et plus particulièrement des réalités qui concernent la communauté afro, en France comme ailleurs. Histoire, religion, parcours de vie, spiritualité, philosophie, économie, géopolitique, aucun sujet n'est tabou tant qu'il nous élève. Et aujourd'hui, nous abordons un angle stratégique trop souvent négligé, le pouvoir politico-économique. Pour cela, nous recevons un invité de poids, le président du GPF, le groupement du patronat français. Un homme qui agit au cœur des dynamiques d'investissement, d'implantation d'entreprises aussi françaises qui vont en Afrique, mais aussi d'entreprises africaines qui viennent en France. Une démarche plutôt rare pour moi, mais ô combien nécessaire. Parce que oui, si nous voulons peser dans la balance des nations, nous devons d'abord peser dans l'économie. Si l'individu s'élève, le collectif s'enrichit. Et quand le collectif est fort, chacun peut enfin trouver sa place. C'est donc de notre responsabilité d'ouvrir ces espaces de dialogue, d'analyse et d'action. Et c'est précisément ce que cette émission vous propose aujourd'hui. Une discussion de fond, lucide, sans langue de bois, mais toujours guidée par l'envie d'éclairer, de transmettre et de faire avancer aussi. Parce que, à mon sens, comprendre les règles du jeu, c'est déjà commencer à les maîtriser. Alors, je vous souhaite un excellent visionnage de cet échange qui, je l'espère, fera réfléchir plus d'un, fera réagir beaucoup et surtout fera passer à l'action celles et ceux qui sentent que l'heure est venue. Bienvenue dans les funérailles des tabous. Installez-vous bien, ouvrez grand les yeux et aussi les oreilles. Les amis, Martin Luther King affirmait, je cite, « La méthode de la résistance pacifique est peut-être l'arme la plus efficace à la portée des peuples opprimés. » Face à lui, un autre grand géant que vous connaissez certainement, Malcolm X, retorquait que c'était une stratégie de faible. Deux visions, deux mondes différents. Aujourd'hui, on voit d'un côté des hommes noirs qui s'engagent en politique pour essayer potentiellement de se battre pour les autres, et d'un autre côté, des autres noirs qui considèrent que cette méthode n'est pas la bonne. On entend parfois des termes de vendus. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet avec un invité spécial. Mais avant tout, les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours sur le format podcast, sur les funérailles des tabous. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo, partagez-la. Je ne suis pas seul, je suis donc avec Alison. Oui, merci pour cette introduction, Lucchini. Bonjour à tous. Et en premier, je vais vous présenter notre chère Missiva. Je t'en prie. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Missiva, aka la Péristocratie sur les réseaux sociaux, créatrice dite d'opinion, mais également étudiante en sciences politiques et après communication publique et politique. Et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour ta présentation. Je te laisse te présenter, Dia. Dia Alianga, chroniqueur sur les funérailles des tabous. J'aborde les questions ici avec un angle un peu sociologique, mais une sociologie du macadam, on va dire. Donc, que ça soit ici ou que ça soit en Afrique, l'idée, c'est de voir comment interroger les sujets qui nous sont donnés à traiter. Merci, D'accord. Dia. Lucchini, je te laisse présenter notre invité. Et donc aujourd'hui, on se pose une question. Finalement, l'engagement des politiques noirs, est-ce que ces politiques sont des pantins ? Est-ce que ce sont des gens
qui ont un engagement réel? Est-ce que ce sont des personnes qui sont utilisées? Et pour répondre à cette question, on a donc notre invité de qualité, Monsieur Stéphane Tchiki. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. On va le laisser se présenter lui-même. Bonjour Stéphane Tchiki. Bonjour Lucini. C'est direct dans la sauce. D'accord, mais pas de problème. Très bien. Moi, je m'appelle Stéphane Tchiki. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Je suis numéro 2 du premier réseau d'affaires francophones dans le monde sur les PME, le groupement du patronat francophone, avec 2 millions de PME qu'on installe dans tous les pays où on parle français. 88 pays, donc 40 pays du continent africain. Et effectivement, j'ai été engagé en politique puisque j'ai été en 2013 le premier Africain à être président des jeunes dans un parti politique français, qui était les jeunes de l'UMP. Alors tout de suite, la première question, comment est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir s'engager dans un parti politique? Est-ce que c'est un besoin de représenter les autres? Un besoin de vouloir défendre ses propres idées? Qu'est-ce qui vous anime, vous? Je pense que c'est une question collective, mais pour une réponse individuelle. Je pense que chacun a au fond de soi une envie, une passion, une conviction. Moi, pour vous raconter un peu l'histoire, parce qu'on est là pour ça, moi, c'est pas du tout au départ un chemin qui était mon chemin, parce que je suis né au Cameroun, comme ici va. J'ai grandi à Yaoundé, je suis arrivé ici en 2005 après mon bac et j'étais étudiant à la Sorbonne. Et je sais pas si vous vous rappelez, en 2005, il y avait le contrat de première embauche, le CPE, qui était d'ailleurs la réforme portée par Dominique de Villepin. Et la Sorbonne, l'annexe où j'étais, c'était à Tolbiac, qui a été bloqué. Et je me rappelle avoir échangé avec mes professeurs qui me disaient « Vous allez avoir votre diplôme sans avoir passé d'examen, donc vous allez avoir un diplôme au rabais. » Donc moi, je me suis pas engagé au départ pour des convictions ou des valeurs politiques. Je me suis engagé dans un syndicat qui s'appelait ECB, étudiants contre les blocages, avec une conviction défendre la liberté d'étudier, parce que je me disais voilà, elle le sait, on le vit. Nous, on a quitté nos pays d'origine pour venir ici, pour avoir des diplômes, pour réussir aussi dans la vie professionnelle. Dire à nos parents, malgré l'investissement et l'énergie qu'ils mettent pour nous, qu'au final, on n'a pas le diplôme parce que la fac était bloquée. Moi, c'est ça qui m'a bousculé. Et donc, j'ai commencé à rentrer en syndicat. J'ai pris la parole dans les amphis pour défendre la liberté d'étudiants d'étudier. Et d'ailleurs, je disais aux gens, si vous voulez faire de la politique, c'est votre conviction, mais ne nous empêchez pas, la majorité silencieuse, de continuer à étudier pour avoir notre diplôme. Et il se trouve que, avec un peu d'humour maintenant, parce qu'on est 20 ans plus tard, à la fin du déblocage de l'université, donc on a réussi à avoir notre diplôme, les gens avec qui j'avais débloqué l'université me disent, voilà, on t'a pas vraiment tout dit. Je dis, comment ça, tout dit? On me dit, bah, en fait, on est les jeunes de l'UMP. Moi, j'ai dit, c'est l'UMP. Ah, c'est-à-dire que tu l'as su après? Je suis après, j'ai dit, mais c'est quoi l'UMP? Moi, de toute façon, j'étais même pas né ici, j'avais pas grandi là, donc j'étais pas venu ici pour faire de la politique, j'étais venu, d'ailleurs, mes parents me disaient, voilà, on t'a envoyé en France. Pour étudier. Elle connaît. Fais ce qu'on t'a envoyé, fais, tu Donc, tous les trucs qui vont perturber les études, là, faut pas être dedans. Donc, voilà, après, ils sont devenus mes amis dans la vie. Et ils m'ont dit, voilà, on t'invite de tête le 14 janvier 2006, qui était le meeting de Nicolas Sarkozy pour la jeunesse, où il y avait Ramayad, Rachida Dati, voilà. Une époque. Une autre époque. Et on m'a dit, il faut... Voilà, j'ai dit, moi, je sais pas... On m'a dit, viens voir. Effectivement, je suis rentré dans la salle, incroyable. D'abord, les personnalités. Il y avait à la fois des gens comme Faudel, mais des gens comme Johnny Hallyday, des Richard Gasquet, des gens qui ont réussi dans tous les domaines. De voir aussi Rachida Dati et Ramayad. Rachida Dati était porte-parole du candidat. Ramayad avait fait une belle phrase en disant moi aussi, comme Ségolène Royal, je suis né au Sénégal, mais moi je vote Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy... Ce qui est incroyable avec toi, en fait, c'est que la façon dont toi, tu vas parler de Nicolas Sarkozy, tu vas parler de Rachida Dati, Ramayad, tu vas en parler d'une façon où on a rarement vu, si ce n'est inédit, autant d'admiration pour ce type de profil politique, en tout cas pour nous qui sommes noirs en France, qui est très controversé. Et je veux dire que Nicolas Sarkozy ne représente pas un modèle en général. Au contraire, il a créé un mouvement après avoir dit que les Noirs n'ont jamais eu d'histoire. Et donc, je comprends que c'est ton parcours personnel, c'est individuel. Et je peux comprendre qu'il t'a accompagné parce qu'après ça, il y a eu quelques déboires dans ta vie suite à ton passage politique à l'UMP et qu'il a été un soutien pour toi. C'est intéressant et c'est important de le savoir que pour toi, personnellement, c'est quelqu'un d'important. Mais il est vrai que c'est difficile à entendre et à supporter. Il faut que je te réponde. Oui, mais l'idée, c'est ça. Parce que Nicolas Sarkozy, dire que c'est une figure emblématique et un support, c'est compliqué.
D'abord, pour moi, tu as un avis, j'ai le mien, et les deux se valent. Parce que quand tu dis ça, on dirait que tu détiens un peu la vérité. Mais moi, je suis pas totalement d'accord. Je parle de fait, pas de vérité. En tout cas, dans le fait, Nicolas Sarkozy, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affect. C'est quelqu'un qui a été élu président de la République française. J'entends, mais donc, il n'y a pas d'affect. Attends, moi, justement, restons dans les faits. Il a été élu président de la République française par au moins 51% des Français. Donc, quand tu pars né d'une famille hongroise et que tu finis président de la République française, c'est un modèle de réussite. Et quand tu parles aussi de Beaulieu et que tu te dis qu'on parle de toi avec un président de la République française, non mais ça, après chacun définit son échelle. Mais non, c'est une réalité. Non mais combien de présidents de la République française dans l'histoire de la France quand tu arrives à le devenir, bien sûr, que tu sois de droite, de gauche, du centre ou autre, bien sûr, il y en a pas beaucoup qui l'ont été depuis Gérard de Gaulle dans la 5e République. Ils sont moins de 10. Et quand tu arrives à être 10 sur 65 millions de personnes, je suis désolé de te dire, tu es un modèle. C'est comme dans le sport. Si tu te dis aujourd'hui, oui, mais Kylian Mbappé n'est pas un modèle. Quand tu quittes Bondy, tu finis au Real de Madrid. Qu'on t'aime pas, tu es un modèle de réussite. Donc Nicolas Sarkozy, il y a aucun affect. C'est quelqu'un qui est parti, d'où il est parti. Il a monté les échelons, il a fini président de la République française. Donc rien que déjà ça, sur la route, pardon de te dire, c'est un parcours de réussite. Ensuite, on va répondre point par point. Rachida Dati, tu as dit que c'est quelqu'un de controversé. Moi, je reste sur encore une fois, pas d'affect. Quand tu es né dans une famille de 14 frères et sœurs dans une cité, et que tu finis ministre de la République française, pour moi, c'est un parcours de réussite. Mais tout est après, relatif, chacun définit quel est son parcours de réussite. Mais moi, je trouve que dans la France d'aujourd'hui, on a rarement des gens qui s'appellent Rachida, qui sont nés dans une cité, qui ont fini ministre de la République française. Donc, avoir ces modèles-là, pour moi, je trouve que c'est un modèle. C'est votre mentor, Rachida Dati. Non, mais on n'est pas dans le mentoring. On est on reste dans les faits. Ça veut dire naître en France, s'appelant Rachida, dans une cité à Chalon-sur-Saône, et finissent garde des Sceaux de la République française. Il n'y en a pas eu 10. Donc, encore une fois, ce qui est rare a de la valeur. Moi, je reste dans le fait et dans le français. Donc ça, ensuite, tu as dit que, Nicolas Sarkozy, il avait dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. C'est pas exactement ça. Il a dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Donc je te reprends d'abord dans cette première phrase. Deuxième chose, l'homme noir, il y a des Africains qui sont pas noirs. Oui, il a dit l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Donc l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Voilà, c'était pas l'homme noir. Parce que l'homme noir et l'homme africain. Entendu, mais du coup, est-ce que la phrase te dérange? Je corrige. Mais est-ce que la phrase, attendez, on est dans les faits, il faut dire les vraies choses. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez invité. Mais j'ai très envie d'entendre la réponse. Autre chose. Mais sur la phrase de l'homme africain, je corriger aussi sur ma partie perso. Moi, j'ai aucun déboire dans ma vie. Parce que tu as dit que tu as eu des débats dans ta vie. Alors, il y a eu une polémique concernant... Après qu'elle soit fausse ou vraie, ce n'est pas la polémique ou pas polémique, quel est l'homme qui a fait la vie et qui n'a jamais eu aucun problème dans sa vie? Moi, j'en connais pas un. Non, ça veut dire... Non, mais c'est pour dire que une polémique, une histoire, moi, je suis très clean, j'ai un casier judiciaire vierge, j'ai pas de... Parce que déboire... Ouais, c'est quand même fort comme Je suis désolé, je dois te reprendre. Déboire sous-entend qu'il y a eu des problèmes. Moi, j'ai aucun problème à la police, aucun problème à la justice. J'ai un casier judiciaire vierge, je suis un homme respectable, donc je ne tolérerai pas qu'on dise que j'ai eu un déboire. Alors, ça veut dire qu'on parle de respect. Alors, dans ces cas-là, si on revient sur Nicolas Sarkozy, non, mais moi, il en a. Mais quand je t'ai dit déboire, c'est parce que quand même, il y a eu une polémique concernant ta situation. Polémique. On reviendra. Alors, non, mais moi, non, il faut en parler. Non, il faut parler. Moi, polémique. Une polémique, c'est une histoire, une succession d'histoires. Déboire, pour moi, c'est quand il y a une condamnation, quand il y a un problème avec la justice. Moi, j'ai eu une polémique parce que, à un moment donné, on a sous-entendu que j'étais sans papier. Mais c'est pas un déboire. D'ailleurs, ça a duré 3 mois. Je suis revenu dans le parti. Aujourd'hui, je suis numéro 2 du premier réseau d'affaires francophones dans le monde. Donc, ne salissons pas mon image, s'il te plaît, en disant que j'ai eu des déboires. Tu l'as rétabli en disant ce qui s'est passé, que justement, on a essayé de t'offenser sur ce sujet-là. Voilà, mais moi, c'est pour dire que dire que j'ai une polémique, j'accepte. Oui. Dire que j'ai un déboire, je ne l'accepte pas parce que je n'ai pas eu de déboire. Entendu. Alors, moi, j'aimerais quand même justement écouter Missiva sur le fait que Monsieur Tiki nous explique que de toute façon, peu importe les propos de Nicolas Sarkozy, à partir du moment où il est brillant, à partir du moment où... C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que vous avez quand même appuyé le fait qu'il est devenu président, c'est rare. Donc comme c'est rare, est-ce que finalement il doit pas être... Alors, là, si vous voulez, on peut rentrer... On fait pas des maths, là. On fait du français. Moi, et là, Missiva parle très bien français. Je considère simplement que quand vous partez d'un point qui s'appelle le point zéro et que vous devenez président de la République française, c'est un modèle de réussite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la crise économique au moment où Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, qui a été sans précédent? Non, mais justement, parce qu'à ce moment-là, déjà, d'où on est parti, en fait, on se posait la question de savoir est-ce que les Noirs qui s'engagent en France sont finalement des héros pour leur peuple ou des héros finalement. C'est ça la question de base. Donc, personnellement, je pensais que, comme il a dit,
peu importe qui s'engage en politique, chacun s'engage pour ses intérêts. Il y en a qui s'engagent pour l'intérêt du peuple et d'autres pour la recherche du pouvoir personnel. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui recherche le pouvoir personnel aura forcément les valeurs morales qu'on cherche? Je ne suis pas toujours sûre. Mais sur la question de Nicolas Sarkozy, vu que tu veux absolument que je revienne dessus, quand Nicolas Sarkozy dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, est-ce que c'est vrai? Non. Pour moi, c'est faux. L'homme africain a fait son histoire. Peut-être que la France n'apprend pas l'histoire de l'homme africain. Mais en fait, je ne veux pas débattre d'un truc qui n'est pas vrai à la base. Je ne veux pas débattre d'une assertion qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Maintenant, est-ce que, pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est un modèle? Non. Ça, c'est mon avis personnel. Je n'impose pas ça à qui que ce soit. Parce que je trouve, effectivement, que on peut être un héros pour les uns et un zéro pour les autres. De Gaulle était un héros pour la France, ce n'est pas un héros pour le Cameroun. Donc, je n'ai pas besoin s'il y en a qui considèrent que Sarkozy, c'est un héros pour eux, libre à eux. Mais ce n'est pas le mien. Donc, c'était ça ta question. Je pense que tu as ta réponse. Donc, la question à Dia, c'était laquelle? La crise économique pendant la période de Nicolas Sarkozy. De Moi, Quitia. Je parlais de crise économique, la période Nicolas Sarkozy. Quand on parle de période Nicolas Sarkozy, c'est relativement long. Moi, à ce moment, j'étais en Allemagne. On va me dire 2005, je pense, banlieue qui brûle en France. Mais je sais que 2008, il y a une crise à l'échelle globale, par contre, causée par les subprimes et qui a un impact fort sur la France. Je sais que la France a besoin de solutions. Et du point de vue francophone, voire francophile, si je parle en tant qu'Africain, je vais dire, ils vont chercher les solutions où ils peuvent. Est-ce que c'est le cacao de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est les ports de Côte d'Ivoire? Ou est-ce que c'est en Libye, le pétrole? Je ne sais pas. Mais la justice a statué dernièrement sur certaines de ces questions-là. Et moi, je trouve qu'on est là précisément dans une configuration qui nous ramène au cœur de la question qui est posée dans son esprit. La difficulté que je peux avoir à frapper sur Stéphane, qui connaît en plus Philippe Chandezon, que je peux considérer, pour ma part, comme un mentor sur certains plans parce que je viens du Gabon, me met dans une difficulté parce que si je veux critiquer le système qu'il a représenté en tant que jeune de l'UMP, j'ai un bâillon sonore. J'ai quelque chose qui va me faire parler sans pouvoir toucher du doigt ce qui peut être dérangeant. Et déranger, pourquoi? Parce que ça me demande de frapper sur lui, d'un point de vue symbolique. Et je vais quand même le faire, parce qu'on est au funérailles des tabous. Hein. Ce que je dis, c'est que j'ai trouvé l'analogie brutale, radicale, pas brutale, radicale. Nous ne sommes pas là pour taper sur les gens non plus. Mais non. Soulever des tabous. Il a bien dit de parler français. Parler français, c'est que vous êtes en face d'un poids lourd de la maîtrise, voire la gesticulation politique. On a vu comment il swing et vite. On ne sait pas très bien si c'est Frazier ou Ali, mais en tout cas, on sait qu'on va débattre ici. Non, la vérité, c'est quoi? C'est que comparer de manière radicale, pas brutale, un président français qui, partant justement de la périphérie de sa société, arrive à être au centre et à maîtriser le pouvoir, à le capter à un moment donné controversé de son pays. Et grosso modo, se dire que Hitler, ce descriptif peut s'appliquer à lui, c'est une chose qui, moi, m'évoque une autre analogie. À un moment, de manière informelle ou formelle, le chef du patronat francophone, c'était Jacques Foccart, de fait. On est en 58. Il y a l'Union française qui se crée. Et on a reçu sur ce plateau, en ta compagnie, Robert Bourgi. Quel bon souvenir. Qui nous a expliqué que les financements du RPR à l'époque, ce qui dans peu ou prou, dans certaines mesures, peut être considéré comme un ancêtre de l'UMP, eh bien, venaient de commerçants, d'hommes d'affaires, dont son père, précisément, faisait partie. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est pour annexer un pays d'Afrique, aujourd'hui, mettons en Afrique de l'Ouest, je considère que la posture que tu peux jouer, le rôle que tu peux jouer, est soit celle de quelqu'un qui sert l'intérêt de populations et de pays africains comme le Burkina Faso, le Mali ou la Guinée, ou quelqu'un justement qui peut y laisser entrer ce qui peut être subversif au point que des présidents comme Thomas Sankara soient tués. Ce qui, en dehors de ce que ça peut causer comme coup et comme affect personnel, interroge aussi sur ce que la France tisse d'histoire et de cohérence avec elle-même. Cette France multiculturelle que justement tu incarnes. Et tu as parlé de Rachida Dati, tu as parlé de Ramayad aussi. Et ce sont des exemples justement de cet universalisme français. Donc là, j'avoue que je suis un peu, comment je veux dire, tu comprends, un peu, pas dépité, mais je m'interroge. Est-ce que ce Jacques Foccart, qui était descendant de Béké, pouvait avoir les mêmes intérêts que toi, qui a grandi dans un pays qui a connu le maquis au Cameroun pendant la décolonisation?
On sent que tu es dans la sociologie. Il nous a baladé, là. Non, mais en vrai, moi, j'adore le débat et j'adore ces questions. C'est délicat. Ouais, mais c'est des questions essentielles qui nous permettent de passer par exemple pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Il faut jamais oublier d'où on vient. Exactement. Moi, Jacques Foccart, je l'ai lu dans les livres. Moi, c'est pas mon époque, c'est pas ma génération. En fait, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Moi, j'ai lu de savoir que oui, les hommes politiques africains ont souvent financé les partis politiques français. Oui. D'ailleurs, il y a quelques semaines, pour ne pas la citer, Marine Le Pen a été invitée au Tchad. Et elle a été invitée au Tchad. C'est-à-dire, elle est montée dans l'avion du président de la République du Tchad. Donc ça veut dire que c'est pas Marine Le Pen qui veut aller au Tchad, c'est le Tchad qui invite Marine Le Pen à venir. Donc attends, mais moi je crois dans la coopération entre la France et les pays. Attends, pour coopérer déjà. On veut comprendre. Moi j'aime beaucoup la coopération, mais la coopération elle marche avec quand tu parles avec les décideurs des pays. C'est-à-dire que là par exemple le président de la République française est en déplacement à Madagascar. On peut parler de coopération. C'est deux présidents ensemble. Quand tu invites celle qu'on dit aujourd'hui être le leader de l'opposition d'un pays, c'est pas que tu l'invites, elle vient. Si tu l'invites, tu lui envoies ton avion, elle vient en tant que... C'est quand même un peu... Voilà. Donc, et souvent, tu vois, alors, avec un peu d'humour, je dis aussi à mes frères du continent, parce que j'avais d'ailleurs dit lorsqu'on était à la table ronde ensemble, les gens disent toujours, mais la France, ok, mais la France, pour signer ces contrats, il faut qu'il y ait dans lesquels d'ailleurs, souvent les Africains ont été exploités, il faut bien qu'il y ait 2 signatures. C'est ça. Bien sûr. Donc, ça veut donc dire que celui qui signe du côté africain, il a la responsabilité d'avoir signé cette signature-là. C'est ça. C'est vrai. Donc, c'est comme si tu disais, moi, je viens chez toi, je vais prendre tout ce qu'il y a dans ton frigo, je prends ta femme, tes enfants. Si tu signes dans le bon que tu es d'accord, ne viens pas me reprocher par la suite de venir chez moi prendre ma femme et mes enfants. Puisque dès le départ de la route, je l'avais dit. Et au final... Attends, juste pour finir, il allait dans ton sens encore, mais moi, à l'époque de Foccart, je sais pas. J'ai vécu, j'ai lu... Tu n'es pas tributaire de ça. Chacun à son époque. Il y a des choses qui se faisaient à l'époque qui ne sont plus censées se faire aujourd'hui. Moi, tout ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je me suis engagé parce que je veux défendre la liberté d'étudier. Voilà, clair. Je suis entré dans un parti parce que j'ai vu des gens dont je trouvais avec des parcours, en tout cas dans leurs histoires, avec des parcours, en tout cas pour moi, à un moment donné, inspirant. Maintenant, attention, dire que quelqu'un a un parcours inspirant ne sous-entend pas qu'on est d'accord avec tout ce que la personne a dit ou fait. C'est pas la même chose. C'est comme si tu disais, j'aime Zinedine Zidane, mais c'est pas parce que tu aimes Zinedine Zidane que je suis d'accord qu'il ait donné le coup de boule en 2006. Donc, ça veut dire que je peux avoir un lien, et j'ai eu un lien avec Nicolas Sarkozy, et ne pas être d'accord sur le fait qu'il ait dit que l'homme africain soit dans l'histoire. Maintenant, s'il y a ceux qui pensent que c'est vrai ou que c'est pas vrai, liberté de penser, on est dans un pays libre. Et au final, justement, j'allais dire que le cœur du problème, c'est celui-là. C'est qu'en réalité, je ne peux pas contrôler ce qu'un président français fait parce qu'au final, il n'est pas élu par moi et il ne me doit rien. Il travaille pour les intérêts de son peuple. Elle a même devancé ce que j'allais dire parce que pardon, je te coupe. J'allais dire, après tout, même s'il avait dit et que c'était vrai, le président de la République française, il est là pour servir les intérêts des Français. Les Français. Voilà. Donc, on a le droit de mais ceux à qui on doit demander les comptes, moi personnellement je suis Camerounaise, ceux à qui on doit demander les comptes, c'est des gens qui j'entends, mais Missiva, toi-même sur un autre débat, tu as bien dit qu'en étant chef d'État, tu te dois de représenter un pays et tu as une représentation qui est internationale, qui ne s'arrête pas juste à mais c'est pour ça que je te dis que moi, la personne à qui on doit demander les comptes... Oui, le fait que toi tu sois Camerounaise, ça ne te concerne pas, tu ne sois pas concerné. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Alors autant pour moi. Je te dis que justement, moi en tant que Camerounaise, s'il y a des comptes à demander, c'est à Paul Biya, c'est pas à Macron. Mais là, en parlant du problème de Nicolas Sarkozy, on parlait de sa façon d'avoir dit, en tant que chef d'État, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'islam. Mais justement, tu as vu récemment, le président Emmanuel Macron, actuel président de la France, a déclaré lors d'un sommet que les Africains sont ingrats. Tout de suite, les Sénégalais ont vu des premiers ministres réagir. Justement, au contraire, s'ils n'avaient pas réagi, le peuple sénégalais pourrait leur demander, mais comment est-ce qu'on peut nous parler comme ça, vous ne réagissez pas? Ils n'iront pas dire à Macron, ne parle pas comme ça, parce que Macron dit ce qu'il veut. Maintenant, c'est à nos dirigeants d'avoir justement le courage de leur conviction, de leurs ambitions et de travailler pour leur peuple. Là où je suis d'accord avec Missy, c'est qu'à un moment donné, les amis, allez, je vais vous piquer un peu, parce qu'on est là pour piquer. Il faut arrêter de faire comme si l'Africain était victime des choses. Arrêtons de subir. C'est pas le cas. C'est un peu ce qu'on dit. Le pauvre méchant président français qui a dit l'Africain n'est pas dans l'histoire. Mais pourquoi l'Africain ne réagit pas aujourd'hui, la dans France l'économie s'offusque aussi sur des choses qui sont dites. Je peux répondre. C'est moi l'invité. Mais parce que c'est une interprétation. Donc, non, mais je dis,
c'est pour dire que nous avons aussi la capacité d'écrire notre histoire qui fait que, moi je disais une fois, je dis ici, je dis publiquement, si la France, au niveau de l'immigration, elle est très dure avec nous, nous devons avoir la même réciprocité dans notre pays. Exactement. Ah, c'est Sauf sûr. que nous ne l'avons pas. C'est ça. Voilà. Donc, si nous Ça ne l'avons commence. pas, parce que ça commence, mais ça commence dans des petits pourcentages qui commencent. Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a Donc, c'est pour indépendant, dire, non, mais c'est pour dire que si aujourd'hui, moi, tu as dit tout à l'heure, dans ce musique, tout à l'heure, quand tu es élu chef Oui, dans d'État, l'hémicycle. ça veut dire que tu es souverain dans ton pays. Mhm. Toute décision que tu prends, c'est-à-dire que le chef d'État, je ne reviens pas dessus du Tchad, qui lui invite Marine Le Pen chez lui. Malgré les propos que Marine Le Pen, on Tiens, sait, envers les Noirs. la fille de Jean-Marie Le Mhm. Pen. Donc, on ne va pas dire après que, tu vois, ce parcours, bah oui, bah bon, ça veut donc dire que le gars l'a accepté, ou il l'a validé, en tout cas suffisamment pour qu'il l'invite. Maintenant, là, pour être dans ton histoire, moi, dans mon rôle d'aujourd'hui, moi, j'accompagne des PME. C'est d'ailleurs mon lien avec Philippe, Ouais. Monsieur Chandezon, Chandezon, qui est qui responsable. est responsable de BICP, toutes les un constructions bureau, au voilà. Gabon. D'ailleurs, moi, je suis en train de travailler dessus parce qu'on est en train de construire des logements sociaux au Gabon, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont citoyens gabonais et qui ne savent pas où se loger. Moi, les PME que j'accompagne, clair, je leur dis que quand elles viennent pour gagner, mais que les pays dans lesquels elles doivent venir, elles doivent gagner. Clair. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis l'acteur économique qui permet d'œuvrer au développement économique des pays, le tout en expliquant que les Tu gens... ouvres les marchés africains aux entreprises françaises. J'ouvre les marchés africains aux entreprises francophones. Francophones. Je précise. D'accord. C'est-à-dire que j'ouvre le marché africain aux entreprises camerounaises, congolaises, sénégalaises, canadiennes, moldaves et françaises. Moi, je travaille pas pour la France. Mais maintenant, j'allais poser la question travaille pour la justement. J'allais poser la question justement. C'est deux choses différentes. Est-ce que lorsque tu discutes des contrats, quel est l'intérêt qui prime? Est-ce que tu as déjà, par exemple, eu des contrats où tu avais l'impression que l'extérieur gagnait plus que le pays dans lequel... Non, mais surtout, là, pour poser la question autrement. D'abord, oui, vrai, mais pardon de te dire ça comme ça. Mais dans ce cas, où est-ce que tu te places? Ça veut dire que moi, pantin, je en vais y fait, revenir là. moi, je connecte les décideurs ensemble. Mhm, J'emmène un décideur, c'est le cas par exemple pour le Gabon, quelqu'un qui veut faire du logement social. mhm, Et je dis voilà, le pays pour moi il gagnerait tant. mhm, Mais moi je suis pas le décideur du pays. mhm. Je suis celui qui dit au gars, là tu vas gagner tant. Mais Et alors, si le décideur du pays, pour telle ou telle raison, pardon d'être un peu brutal, Non, vas-y. il se couche et qui fait gagner moins son propre intérêt que l'intérêt de celui qui a gagné, Ça, c'est la loi du marché. On se est-ce nettoie les pieds dessus. est-ce que finalement... Non mais moi je suis pas le marché. Ça, c'est plus Oui, ton problème. oui. ok. C'est la loi. Ça veut dire que restons dans le terre à Mhm. terre. Je te dis voilà, si tu viens, je peux t'aider à acheter un appartement Mhm. qui coûte 50 000 euros. Mhm, Je te connecte avec le gars qui vend l'appartement. mhm. Si toi le gars il te dit je te vends à 200 000 euros et que tu dis ok, moi je t'ai donné les conditions dès le départ qui te Mhm. permettent de Alors. gagner. Et j'ai aussi dit au gars d'à côté, oui là-bas le marché il est intéressant parce qu'elle peut mettre de l'argent pour gagner. Mhm. Moi, je vous connecte, les deux vous signez. Chacun doit être responsable de sa cause. Mais pourquoi je vous dis ça Mais toi, c'est quoi ta cause alors, au milieu? Moi, Le ma marché. cause, c'est vraiment œuvrer au développement économique, le marché. Et en fait, moi, j'y crois vraiment. J'y crois en faisant du nord-sud, mais j'y crois surtout en faisant du Sud-sud. sud-sud. C'est-à-dire que moi, je suis en train aujourd'hui de bâtir des ponts entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Mhm. Comment on peut être dans le même continent et qu'on ne se parle pas Mhm. et qu'on fait pas du business ensemble. D'ailleurs, je suis un des promoteurs de la ZECAF. Mhm. Pourquoi on Ouais. abaisse ses frontières et qu'on travaille avec les zones économiques régionales. Stéphane, zone. Attendez. Libre J'ai économique. une question Économique, qui est voilà. fondamentale, parce que la dernière fois, avec Bourgi, qui nous expliquait justement que la France-Afrique, ça a changé, le nouveau visage. Est-ce que aujourd'hui, vous pourrez comprendre que des gens voient ça comme une forme de nouveau visage De de la la France-Afrique. France-Afrique, finalement? Je vais te répondre. Si j'étais diplomate français, je te dirais, moi, je travaille pas pour la France, encore une fois. C'est-à-dire que moi, tous les 15 jours, je suis dans un pays différent du continent. J'en ai fait 34. Donc, c'est-à-dire que j'installe des entreprises marocaines qui vont s'installer à Libreville. Bien. Et j'installe des entreprises Mais les- gabonaises qui vont s'installer à Yaoundé. Oui, mais Donc, moi, voilà. les gens pourraient vous rétorquer votre parcours, puisque vous avez été comme président de l'UMP, je le rappelle, Des jeunes de lui. des jeunes de l'UMP. Mhm.
parti J'aimerais dire français. quelque chose. Hein, Oui, mais non, mais attends, moi, j'aime la France. Hein. J'ai pas de sujet de dire que j'assume pas le fait d'aimer. J'aime la France, je vis en France, j'habite en France. Et la France lui a apporté. Voilà. Et il moi, a des j'ai connexions mon avec les expérience Français. professionnelle. Pardon, hein, j'ai été président jeune de l'UMP. Je suis arrivé, je suis né à Yaoundé, sans piston, sans rien, sans contact. Je suis arrivé à Paris, sans piston, sans rien, sans contact. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait HEC. Je suis pas fils de. Je suis le premier noir à avoir été président des jeunes dans un parti politique français. C'est ce qui Mais ça, séduit. Donc- ça ne vous dédouane pas du fait qu'on puisse imaginer que vous puissiez collaborer à un moment donné pour servir à une certaine autre forme de France-Afrique. Il n'y a pas besoin de Non. grandir dans un système Non, pour mais collaborer. non, pardon, je vais être un peu désolé de vous dire ça. Votre remarque, elle est tout à fait inappropriée. Ça sous-entendrait que si quelqu'un a grandi en Espagne et qu'il a eu une carrière en Espagne, il va forcément servir les intérêts de l'Espagne. Moi, je ne sers pas les non, intérêts. justement. Si je servais les intérêts de la France, je travaillerais pour la France. Je serais au sein du gouvernement français. Je serais diplomate français. C'est pas le cas. Donc, je peux pas porter une responsabilité qui n'est pas la mienne. C'est comme si vous me Bah, peut-être c'est une opportunité qui n'a pas été ouverte et que c'est pour ça que des opportunités, moi j'en ai eu quelques-unes. Si j'avais voulu y être, j'y serais. Donc Voilà, c'est un avec choix, le c'est parce parcours. que c'est pour oui, ça c'est un. Bah oui, moi, je pense que vous connaissez mon parcours. Et du coup, C'est- pourquoi c'est- votre c'est un désengagement choix. Puisque c'est un choix. Il n'y a pas de désengagement. C'est juste que je considère. Enfin, juste d'abord, pardon, une chose. On va refaire la route. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait vous comme études, mais peut-être vous n'avez pas fait d'études de journaliste, mais vous êtes aujourd'hui animateur de podcast ou journaliste. Oui. Ça veut donc dire que on peut commencer une route quand on était étudiant et finir dans une autre route. Donc, je vois, il n'y a pas de désengagement. C'est que la vie est une succession d'étapes. Elle est aujourd'hui en sciences politiques. Peut-être que demain, elle sera une patronne d'entreprise. Ouais. Enfin, rien, Oui, ça veut non, dire, mais il y a quand non, même- ça veut dire que mon engagement, vous me dites désengagement. Non, Je alors, me il y suis a quand même une engagé. différence parce que lorsqu'on s'engage en politique, Oui. c'est pour défendre un certain nombre de raisons. Moi, si Bien aujourd'hui je décide de représenter un groupe de population, Bien à un sûr. moment donné, si je change d'avis, il y a bien une raison. Il s'est engagé Non, pour casser les non, grèves. Vive non, là à non, l'école. Encore une fois, C'est ça non. qu'il a dit. Je me suis pas D'accord. engagé. Moi, je suis pas un révolutionnaire. Je me suis Voilà. pas engagé pour changer la vie, moi. Il veut pas Je les me suis grèves. engagé dans un parti parce que j'ai porté les convictions de ce parti. J'étais pour la méritocratie, je suis, donc j'assume cet engagement à 100%. Et vous ne me verrez jamais renier, ne serait-ce j'aime. qu'un millimètre de mon engagement. Et vous voyez la passion sort parce que je le défends avec conviction. Ce que j'ai défendu quand j'étais président de l'UMP, même à 20 ans plus tard, je le défendrai toujours aujourd'hui. Je me suis engagé parce que on a fait les bourses au mérite. On a fait la lutte contre la sectorisation, qui faisait que quand on était dans le 93, on n'avait pas le droit d'aller à Sciences Po, parce que Sciences Po sectorisait les gens par quartier. Et ça a changé C'est nous qui beaucoup. l'avons fait. Ouais. On a fait on a fait le service minimum dans les transports, qui fait que quand il y a les grèves, maintenant il y a le métro qui arrive régulièrement. On a fait les bourses au mérite, on a fait les internats d'excellence, on a fait le travail plus pour gagner plus. Non, moi j'ai des choses qu'on a faites, que j'ai portées, et que j'assume à 100%. Maintenant, je considère que c'était une vie où je suis allé au bout. J'ai été président des jeunes du parti. J'ai été le plus jeune secrétaire national du parti. Et à un moment donné, je me suis demandé dans ma compétence, parce que j'ai été à l'école, je suis quand même diplômé. Voilà. Où est-ce que je peux apporter ma compétence, ma valeur ajoutée? Et je trouve que ma valeur ajoutée aujourd'hui, elle est plus importante dans le secteur privé, en étant dans l'économie, en créant des emplois. Moi, parce que je crée des emplois, mon cher monsieur, je crée quand même 200 emplois tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avant moi n'avaient pas d'emploi et qui avec moi maintenant ont une vie différente. Changer le quotidien des gens, être dans le concret. Moi, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Voilà, c'est cette passion-là. Maintenant, l'engagement et la passion pour la France, il est toujours intact. J'ai été interrogé la dernière fois parce que j'avais porté une tribune sur le port de l'uniforme à l'école. On m'a dit oui, il y a 15 ans, vous avez dit ça. 15 ans plus tard, j'ai dit que je crois toujours au port de l'uniforme à l'école. Donc, mes convictions sont toujours les mêmes. C'est juste que je considère aujourd'hui que cette vie politique française est un peu cacophonique. Voilà, je trouve moi, je suis content, je suis arrivé, il y avait des grandes personnalités, Christine Lagarde, des gens qui avaient des vrais parcours d'excellence, qui m'ont donné l'envie d'essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, j'y m'y reconnais un peu moins, parce qu'il y a à la fois les idées et il y a aussi les hommes qui l'incarnent. Voilà. Mais je considère la question, c'est pas est-ce que c'est ça ou ça, c'est en quoi dans ma vie d'aujourd'hui je me sens utile. Parce que moi, le but de ma vie, c'était d'être impactant et d'être utile. Alors juste, Et je ben me voilà. permets, parce que c'est un beau parcours et je comprends bien ce que vous dites, mais je trouve que c'est la façon dont vous parlez de tout ce que la France vous a apporté. Pourtant, c'est beaucoup plus facile, j'entends de ce que vous dites. J'ai pas entendu un discours positif concernant votre relation avec le continent africain. Parce Par que vous m'avez exemple, pas en posé la pointant- question. Alors non, si, je vous ai posé la question puisque lorsque je vous ai parlé justement le rapport que vous avez avec justement Nicolas Sarkozy, Ramayad, enfin Rachida Dati et autres, et en parallèle c'est vous qui m'avez parlé du président du Tchad qui a reçu Marine Le Pen sans que je n'ai évoqué le sujet. Donc c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous dites aussi que vous faites des affaires avec les Africains, vous dites c'est eux qui décident d'accepter de payer, de vendre plus cher, alors que moi je leur fais une proposition plus intéressante.
lorsque Missiva vous a dit oui, mais quel est votre intérêt, est-ce qu'au niveau éthique, vous avez dit moi ce n'est pas mon souci, les affaires je les fais. Donc Elle c'est n'a pour jamais ça. parlé du mot d'éthique. Alors moi je le dis, j'ai juste traduit ce qu'elle a dit. C'est parce qu'elle a dit oui, Donc vous les faites aussi intérêts. porte-parole. Les intérêts. Non, je suis pas porte-parole. Non, mais attendez, je fais elle a que- pas dit un mot, vous dites un autre mot. Non, mais parce que mais je suis bon. obligée, je peux. Non, je mais peux après, vous raccourcir, pouvez, je vais pas c'est à vous raccourcir, d'écrire ce qu'elle a dit, si vous voulez. Je suis pas un magnéto. Non, mais je vous suis pas un magnéto. pouvez même réhabiller ces phrases, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est juste, je finis juste ma pensée parce le que point. sinon. Que je puisse vous répondre. Oui, bien entendu, mais que je puisse aussi finir. Et donc, l'idée, en fait, c'est de savoir parce que vous me parlez de vos intérêts, l'amour que vous avez pour la France. Quel est l'amour aujourd'hui que vous avez pour le continent africain? Parce que je sais qu'on a pu également échanger à la station F et qu'à ce moment-là également devant des personnes, vous avez dit voilà, il y a un problème de route, il y a un problème de considération c'est vos politiciens qui ont un problème. Donc, expliquez-moi un peu quelle est votre relation alors vous, au dehors du privé et de l'aspect Écoutez, économique. Alors, juste une chose avant de répondre à ça. Enfin, je rappelle, comme il y a aujourd'hui un problème de timing, parce que notre invité a un rendez-vous après. On va trouver d'autres solutions, vous Il y inquiétez aura pas. des solutions. On fera certainement une autre émission bien plus longue, mais je vous laisse répondre sur les questions. Pour moi, la question n'a même pas lieu d'être. Moi, je suis né sur le continent africain. Ça ne veut j'ai- rien dire, vous l'avez dit. Vous faites les questions et les réponses, du coup. Non, je reprends ce Parce que vous du coup, avez quand dit. j'essaie de faire la Il y a réponse, trop de vous- contradictions, c'est Bah, juste pour ça. Mais dites-moi. Allez, on y va. En fait, c'est plus facile d'être de votre côté. Vous savez pourquoi? Pourquoi Parce que vous connaissez mon parcours et mon histoire et moi, je connais pas le vôtre. Pas du tout. Mais ça veut dire que Bon, peut-être que chez vous c'est aussi, il y a pas des grave. contradictions. Non, c'est vraiment Donc- des questions pour comprendre. Non, mais pas c'est pour du vous tout dire à- que. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire que Je comprends. chaque parcours a des contradictions. Là, vous me faites comme si c'était un reproche d'avoir des contradictions. Mais c'est normal, c'est la vie Non, d'un c'est dans le parcours. discours que vous tenez depuis le début, c'est tout. Ben oui, mais c'est pour ça que vous m'avez invité, non? Mais oui, c'est Voilà. ça. c'est pour ça. Donc, laissez-moi donc terminer. Dites-moi. Moi, je suis né sur le continent africain. J'y ai grandi. J'aime à 100% l'Afrique. Mhm. Et j'aime à 100% la France. Mhm. Tout simplement. Voilà. Donc, je peux pas être plus clair. Dès que quelqu'un dit un mot en mal de l'Afrique, je suis le premier à monter au créneau pour défendre, parce que c'est mon continent. Et d'ailleurs, à la différence d'autres, moi, je suis pas un commentateur de ce qui se passe en Afrique. Je suis un acteur. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a construit des écoles. Dans des pays comme le Bénin, on construit des maternités. Là, aujourd'hui, on accompagne des gens qui font de la télémédecine. Ça veut dire que moi, je fais des choses concrètes qui changent et qui améliorent le quotidien de ce qui se passe en Afrique. Voilà. En tant qu'acteur économique. J'ai dit dès le départ, quand elle m'a posé la question, puisque vous avez porté le mot d'éthique, que moi, les gens que j'accompagne, ils viennent pour gagner. Et s'ils viennent pour gagner, je respecte que le pays doit gagner. J'ai pas dit que peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous allez faire sur le continent, je vous accompagne. Tant que vous gagnez, moi, je vous accompagne. J'ai dit, si vous venez travailler avec moi, d'où l'éthique. Si vous venez travailler avec moi, il y a des règles. L'Afrique doit aussi gagner. Maintenant, moi, je suis pas... Et c'est important de dire aussi la vérité. Moi, je suis pas un décideur africain. Ça veut dire que moi, j'apporte une opportunité à quelqu'un. Je lui dis comment est-ce qu'il doit gagner. Mais à la fin de la route, c'est lui qui signe. Voilà. Mais moi, si quelqu'un me dit aujourd'hui, et je vous le dis ici en étant transparent, moi, je vais venir en Afrique parce que je vais exploiter l'Afrique et parce que l'Afrique ne va pas gagner, je ne l'accompagnerai pas. En réalité, est-ce qu'ils le disent souvent? Ils vont pas le dire comme ça. Ils vont. Non, mais on va pas le dire comme ça, mais on connaît les contrats, on Les voit, contrats, on voilà, sait c'est quand quelqu'un va contractuel. gagner, on sait quand, comme si quelqu'un dit je vais pas t'exploiter, Ouais. mais s'il dit je vais te payer 10 euros par mois, on est bien conscient que 10 euros par mois, hein, c'est un minimum de 1500 tu vas t'exploiter. Donc moi, étant quelqu'un qui connaît, et d'ailleurs moi je travaille avec les patronats et les chambres de commerce qui sont sur le continent, et j'explique à ceux qui viennent, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai bien apprécié tout à l'heure, pour répondre à monsieur, et mon ami pose. Moi, j'accompagne pas la France en Afrique. Je répète, parce que tout à l'heure, on a parlé d'éthique. C'est important qu'on le comprenne. Oui. Vous m'avez dit, oui, mais moi, j'accompagne des Africains en Afrique. Donc, ça veut dire que je fais gagner le continent. C'est-à-dire que j'accompagne des Tunisiens au Maroc, des Marocains au Cameroun, des Camerounais au Kinshasa et des Kenyans au Sénégal. C'est-à-dire que moi, j'accompagne aussi des Canadiens, des Moldaves, des Roumains, des Argentins, des Émirats. Donc moi, j'accompagne pas Est-ce que la vous France accompagnez en aussi Afrique. les Africains en France? Bien sûr. Et bien sûr, vous n'avez pas écouté, je vous ai dit dès le départ de la présentation. Nord-Sud, C'est la même Sud-Sud, facilité? Sud-Nord. Est-ce que c'est la même facilité? Il n'y a rien qui est facile, d'abord. Parce que le terrain est difficile. Maintenant, pour moi, le mot, c'est pas facilité, le mot, c'est valeur ajoutée. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des Africains qui veulent, par exemple, investir dans le marché de Rungis. Et parce qu'ils ont des produits, parce que l'agriculture est quand même une des clés sur le continent africain, ils peuvent le faire. Et souvent, je dis à mes amis français que, au-delà de ce qu'on peut penser que c'est la France qui doit apporter à l'Afrique, c'est aussi l'Afrique qui doit apporter à la France. Donc, la relation Sud-Nord, elle doit aussi fonctionner.
Au-delà de ce qu'on peut penser, je peux Oui, juste, parce que la plupart des gens dans le monde dans lequel nous vivons, Ouais. pardon de vous le dire, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, entre la France et l'Afrique, qui apporte plus à l'autre. Les gens ont l'impression que c'est la France qui apporte beaucoup à l'Afrique, alors qu'en réalité, c'est l'Afrique qui apporte beaucoup à la France. Et au J'avais final, jamais entendu cette une fois qu'on a compris justement que dans tous les cas, Stéphane dit qu'il n'est pas un décideur politique, c'est qu'il en fait, il est là pour faire du business, du commerce entre, en tout cas, les pays sud-sud, nord-sud, etc. Maintenant, la question, c'est de savoir finalement les responsables, donc qui sont nos dirigeants. Toi, par rapport à ton expérience, tu vas devoir accompagner des PME en Afrique, etc. Est-ce que tu as l'impression, t'es pas obligé forcément de citer des pays, parce qu'effectivement, j'aimerais quand même me voir tes enfants grandir, mais est-ce que tu as l'impression que nos dirigeants sont réellement en train de travailler pour l'Afrique? Ou est-ce que le mythe ou bien la question qui se pose réellement, est-ce que nos dirigeants sont dépendants finalement? Est-ce qu'ils sont à la solde d'autres nations? Ou est-ce que tu as l'impression vraiment qu'il y a aussi des dirigeants qui travaillent vraiment pour leur continent? J'avoue, c'est la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile parce que moi, je suis dans l'obligation de travailler avec les décideurs. Parce qu'en fait, voilà, toi-même tu connais, l'accent revient, mais si tu vas dans un pays et que les gars qui sont en haut, ils sont fâchés, peu importe le projet que tu vas amener, il n'y verra pas à pied. Et la frustration pourrait être de dire j'ai un super projet qui peut révolutionner le pays et juste parce que bon, avec un tel ça passe pas, le projet est né mort ou est mort-né, ça marche d'ailleurs dans les deux sens avec un peu d'humour. Compliqué. Voilà, après... Moi, je rencontre beaucoup de jeunes dirigeants aussi, des gens qui font des choses. Moi, j'essaie de faire comprendre aux politiques dans notre continent qu'ils ont besoin d'être aux côtés des gens qui sont des économistes. Je te prends un exemple. Le Rwanda vient de mettre en place le patronat au sein du Conseil des ministres. Et pourquoi je trouve ça hyper intéressant? Parce que à chaque fois, on parle d'une question importante sur le continent, c'est le chômage des jeunes. Et souvent, les jeunes, ils font des études dans des métiers dans lesquels il n'y a pas de débouché. Ben moi, je trouve que peut-être si on était un peu plus intelligent et que l'État nous disait les métiers de tension dans lesquels il y a des besoins et qui demandait au patronat qui, lui, justement, crée des emplois, et ben on peut orienter les jeunes pour que dès qu'ils sortent de là, ils soient tout de suite dans les métiers du travail. Donc, moi, j'essaie de donner des idées. Tu vois, par exemple, là, dans mes projets, je suis en train de vouloir créer le statut d'auto-entrepreneur sur le continent africain. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui font aussi de l'informel et qui, peut-être en passant dans ce côté informel, en disant que ils pourront pas tous être dans la musique, dans le sport ou dans la politique parce qu'ils veulent tous être présidents, mais que s'ils sont entrepreneurs et qui pourront avoir... Parce qu'on n'a pas assez de modèles chez nous de capitaines d'industrie. On ne valorise pas assez les dents poulot, les dents côté. Et moi, je trouve que si on fait ce modèle-là, en disant aux jeunes qu'il y a cette catégorie aussi là qui s'appelle l'entrepreneuriat, on peut changer les choses. Après, sur les dirigeants, j'aimerais te dire que je fais avec ce que j'ai. En vrai, j'arrive... Bah non, mais j'ai pas d'ailleurs, avec un peu d'humour, si je te disais pas ça, on dirait « Ah !» Il refait la France-Afrique. C'est lui qui décide qui choisit comme dirigeant dans les pays avec qui... Tu vois, je suis quand même quelqu'un qui anticipe les questions. Parce que si je répondais à ça, on disait, ah, tu vois, lui, il vient de la France. Il va dire, dans tel pays, élection présidentielle. Moi, je préfère celui-là parce que je considère qu'il va mieux travailler. Donc, ça veut dire que c'est ceux qui sont là-bas qui décident ce qu'ils doivent diriger. Moi, je dis aux gens, chacun est libre de décider qui est dirigeant dans son propre pays. Moi, de toute façon, je suis pas là pour commenter si tel dirigeant est meilleur que l'autre. Moi, je suis là pour apporter des choses qui peuvent permettre à tel dirigeant de pouvoir faire du concret. Ok. Ça, de toute façon, ce sera dans un match 2, parce que je pense qu'il y a un grand débat encore qu'on prolongera très certainement. Je vais laisser Dia dire un peu son mot de la fin par rapport au encore sujet. 15 minutes, hein, si tu veux. Bah, le temps de la fin. Si j'avais un mot de fin, ce serait un mot de nouveau départ. Un nouveau départ dans la perception qui s'est généralement faite des rapports entre le Nord et le Sud en général, entre la France et l'Afrique. Entre l'Afrique et la France, donc. Et de dire que tu incarnes une classe d'hommes d'affaires qui, par un carnet d'adresses politiques suffisamment fourni, sont en capacité, non seulement, parce que là on en parle comme si c'est pour emporter les choses en Afrique, mais ça permettrait à la France de se maintenir dans le monde, à un niveau où, par l'économique, il pourrait peut-être conquérir ce qu'ils essayent de conquérir par des démocraties de la canonnière, quelquefois. Il y a eu une citation du président Macron, parlant de manière comparative des élections au Gabon, les dernières, et de ce qui se passe comme processus de transition en AES, en disant quelque chose que je trouve potentiellement dangereux, c'est ces pays, je ne les considère pas comme des démocraties. C'est comme ça qu'a commencé le discours anti-Gbagbo dès 99, 2000, 2001, et qui a mené après à l'incarcération de Gbagbo à la haie. Juste des petites phrases.
des phrases. Ah, c'est un dictateur. Jusqu'aux États-Unis, Hillary Clinton, Barack Obama. Et ce que je dis, c'est que ce type de comparatif-là donne à penser que la logique de la France reste encore celle qui était à l'œuvre il y a 20 ans. Et ce que j'appelle, en tout cas de mes voeux, c'est que ce type d'initiatives qui sont les tiennes se multiplient et que tu crées autour de toi des équipes de personnes qui seraient en capacité de pas faire une académie Tiki Academy, mais de se dire que c'est un avantage pour la France, et je chute là, que de pouvoir avoir des gens qui sont en capacité de blaguer avec une sœur du continent, et que par la position que le continent a dans le continent, soit en capacité de faire le lien avec le Nigeria anglophone, le Gabon, l'Angola et les autres pays. Mais de voir ça ça demanderait en fait à la France de vraiment dépasser quelque chose qui est dans les discours là, vrai, mais dans les faits politiques, non. Et malheureusement, à ce niveau, comme Cheikh Anta Diop pouvait dire sur d'autres plans, la gauche est minable en comparaison de la droite. Alors, tu parlais Tiki Academy, justement, tu peux nous parler de la Powerhouse? Oui, juste pour terminer 2 secondes dessus, mais d'abord sur le fond, je suis... Pour moi, en fait, l'Afrique est un territoire d'opportunité. Mais nos frères africains n'en ont pas toujours conscience. Quand les gens viennent, moi je le dis, on en a discuté ensemble en perso, donc je ne trahis pas de secret, mais quand nos frères africains viennent sur le continent, quand les Européens viennent sur le continent, et qui viennent pour faire des affaires, moi, chaque fois, je suis toujours un peu scandalisé quand je vois des gens qui disent « Merci beaucoup d'être là. Oh, vraiment, oh, on est content. Comment quelqu'un il vient chez toi pour gagner. Toi, tu es dans le merci. Il vient pas parce que tu es gentil. Il vient parce qu'il va gagner chez toi. Et toi, tu es toujours dans le moment où tu te mets un peu en dessous, alors qu'on devrait parler d'égal et égal. Je disais la dernière fois, regardez dans les 2 dernières années, sommet Italie-Afrique. D'ailleurs, Italie, nos amis du continent sont allés chez Meloni. Elle est quand même dit... C'est dur. Mais ils sont partis. Russie, Afrique. Amérique, Afrique. France, Afrique. Chine, Afrique. L'Afrique est le Pourquoi c'est toujours l'Afrique qui est le dénominateur commun, mais qui se déplace? C'est-à-dire que nous, on déplace un continent pour aller voir des gens qui veulent gagner chez nous. Une blessure narcissique à soigner. Voilà. Donc pour moi, c'est pour aller dans ton sens, il faut renverser la table. C'est comme ça qu'on a fait à la route. Et quand j'ai changé la dernière fois avec des amis français qui me disaient « Oui, mais tu te rends compte quand même, le Sénégal demande à ce qu'on n'ait plus l'armée française présente au Sénégal. » J'ai dit « Mais dans quel monde la France accepterait que l'armée sénégalaise présente en France ?» En fait. Voilà. Donc, vous êtes pour une immigration choisie. Mais nous, si on doit être sur une immigration choisie qui fait qu'on ne dit pas aux Européens qui viennent chez toi, moi, je comprends pas. Pardon, je vais être cash. Dans certains pays du continent, aujourd'hui, nous, on est originaire du Cameroun. Si on va à la Kinshasa, il faut le visa. On a des gens d'autres continents, ils viennent sur le continent, ils n'ont pas besoin de visa. C'est ça. Pardon, moi, je suis... Ça, c'est des réalités du terrain. Clair. Et donc, on peut pas dire... Et moi, je lutte. Vraiment, je suis ça avec énormément de cœur. Mais moi, j'essaie de faire du sud-sud. Vraiment. Là, tu vois, j'étais en Tanzanie, j'ai vu le ministre de l'économie, j'ai dit, voilà, les gars, faut parler avec le patronat camerounais, quand même. Vous êtes dans le même continent, vous parlez pas. Vous parlez plus, d'ailleurs, avec les Américains, les Anglais, les Australiens. Rien à voir. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, on ait conscience qu'on a la valeur. Et moi, je trouve qu'on n'a pas toujours conscience qu'on a la valeur. Ensuite, sur la France, moi, je l'ai dit à mes frères français, comme à mes frères africains, il faut sortir d'une relation émotionnelle avec la France. Moi, j'en ai marre des gens qui disent que bon, je vais aller en Afrique parce que j'aime l'Afrique. Ah, la France, elle nous considère pas. Moi, je dis, le français, aujourd'hui, le marché, vous avez eu l'indépendance, vous avez eu des indépendances. Ah, c'est un cours d'économie que moi, j'ai appris à l'université. C'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, souvent, quand on me dit, mais moi, souvent, mes gens m'interrogent, genre, Stéphane, mais je t'ai entendu dans une interview pour dire que tu n'es pas choqué que la France perde de la valeur sur le marché africain. Comment tu peux dire un truc pareil? Bah, c'est normal. Tu as eu, après les indépendances 61, le monopole. Qu'est-ce qu'on a appris dans la loi du marché? Une fois que tu as eu le monopole, Joseph Schumpeter nous l'a appris, tu passes dans un marché de duopole, qui devient un marché d'oligopole, qui devient aujourd'hui un marché de concurrence pure et parfaite. Donc aujourd'hui, la France est en concurrence sur le marché. Les Russes, les Italiens, les Chinois, les Libanais et autres. Et les meilleurs produits vont être ceux qui sont les mieux pris. Ça veut dire que si tu es français et que tu as un produit qui intéresse ce continent et que tu es meilleur que les autres, tu vas être choisi. Si c'est pas le cas, on va prendre quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour mes frères français, pour qu'ils ne soient pas offusqués quand ils m'entendent. Quand tu es Camerounais, on a une histoire, nous, avec la France, ok? Et que tu as un projet ici à Paris,
est-ce qu'on va favoriser ton projet parce qu'on va dire que tu es Camerounais? Jamais. Tu vas être en compétition avec les Américains, les Anglais, les Russes, les Chinois. Et si tu as le meilleur projet, tu vas être pris. Ça s'appelle la loi de la réciprocité. Et moi, c'est ce que je prône. Et je dis toujours, et je te le dis parce que je le pense vraiment, pour moi, ça rejoint un peu le débat du départ, mais les politiques, moi je le dis, je l'ai vu. Voilà, ils parlent. Après, ils parlent à tort, à raison, on est d'accord, pas d'accord. Bon, ça, c'est encore notre débat. Moi, j'ai choisi la voie de l'économie parce que c'est concret. Dans un pays comme le Bénin, où on a construit une maternité, c'est des enfants qui peuvent naître. Que tu sois de droite, de gauche, du centre. Les Américains ont cette belle citation, ils disent la politique a 2 couleurs, bleu et rouge. L'argent a une couleur, le dollar. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est que si aujourd'hui, d'ailleurs, on a déjà débattu, nous, ensemble, de l'immigration, les gens ne quittent pas leur pays parce qu'ils ont envie de partir. Ils quittent leur pays, d'ailleurs, pour 2 mensonges. Le premier, c'est qu'on leur a dit que la France, c'est l'Eldorado. La réalité, c'est que c'est pas l'Eldorado. Et le deuxième, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont être mieux traités dans ce pays que dans le pays dans lequel ils sont au départ. Deuxième mensonge. Mais si on change la donne, on renverse la table, les pays aujourd'hui comme le Nigeria, regardez bien, les pays comme le Ghana, les pays comme le Rwanda, il n'y a pas d'immigration vers la France. Pour faire quoi? Ils sont heureux chez eux, ils ont tout. Donc c'est à nous de construire les infrastructures. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure les pays où on a travaillé. Franchement, moi, étant Camerounais, je suis allé en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Moi aussi. Franchement, qualité des stades, qualité des routes. Des routes. La route aujourd'hui qui fait Abidjan-Assigny, elle fait 45 minutes. Pas de trou. Oui, mais tout est à Abidjan si on parle sur ce sujet-là. Tout est après entouré de péages. moi, Ok, c'est même pas mais ça. c'est déjà bien, non? Mais Là, en fait, il faut qu'on lever à moi. C'est pas après, ce que j'allais dire, Ou c'est alors que- on dit que c'est pas bon par nous. Non, ce n'est pas ça. Non, C'est mais par j'allais contre dire que que- ce discours-là, qui parle essentiellement de faits économiques, C'est ça. omet un rôle géostratégique C'est ça. que peut... Bon, vas-y, parce Bah, que j'aime c'est- quand tu c'est- poses... Je préfère qu'on explique ça. Non, il y a un rôle géostratégique que peuvent jouer précisément ces pays qui ne sont présentés que pour C'est ce ça. qu'ils permettent de faire en termes de performance. Un peu comme il parlait de l'Allemagne nazie, si on veut voir sur le plan technologique, sur le plan de Non, l'avancée je te- médicale, non, mais mais d'abord, c'est des corps de juifs T'as qui ont des raison, PC. mais ce que je veux te dire juste, C'est ça que j'allais je dire. te parle pas, moi je te dis juste que dans une avancée aujourd'hui dans l'économie, en fait, qu'est-ce qui marche pas chez nous? On a des taux de croissance qui sont bons, mais on n'arrive pas à augmenter la capacité des gens à mieux vivre. Oui. Et dans une, après, Non, on il y a peut- une exigence on peut citoyenne discuter à de, poser. est-ce que, C'est vrai. voilà, parce que, Ça va pas terre et tout venir ça, du mais patronat français. moi, tout ce que C'est je dis ça, juste, c'est que aujourd'hui, il y a des stades qui ont été faits par des Chinois, des routes aussi. Donc c'est pour dire que on a quand même un pays où aujourd'hui, il fait bon vivre de vivre Oui. à Abidjan sur le continent africain. Alors, on va me dire, est-ce que le dirigeant qui est là depuis tant de temps, moi, en vrai, si les gens vivent mieux quand t'es là, on dit, bah, au moins, il y a une avancée. Bon, Donc, ça voilà. peut être Après, entendu, mais pas Ça peut forcément. être Le problème, entendu, c'est que, il y a un le problème, débat, c'est que il y a un match. là où je voulais, juste sur les mots de fin, je Vas-y. suppose. Là où je voulais rebondir, c'est que justement, je pense que l'économie, c'est intéressant, c'est important, c'est même primordial, parce qu'effectivement, il faut améliorer la vie des gens au quotidien, il faut que ce soit palpable. Mais dans le même temps, on ne peut pas porter une économie saine si on n'a pas des politiciens aussi qui ont une vision saine. Parce que je suis désolée, si un politicien n'est pas là pour les intérêts de son peuple, toi, tu vas venir avec tes maternités, avec tout ça, mais Mais c'est, bah, tu as raison. si on dit que la maternité coûte 1000 francs, et lui, il dit que ça coûte 1 million, Tu as et qui raison. prendra du contribuable maintenant dans ses poches, non, on n'avance pas. Sur le fond, je te le dis, tu as raison. Maintenant, moi, alors je te recite un autre économiste. J'ai cité Schumpeter, je vais te citer Adam Smith. Moi, je fais toujours quelque chose. À tort ou à raison, je ne sais pas, vous me direz, mais moi, j'essaie de me spécialiser dans les choses que je peux contrôler. On est d'accord. Ça veut donc dire que, sur le fond, oui, je te dis oui, et c'est un oui franc et fier. Mais, sur la forme, est-ce que c'est moi qui décide? En tout cas, est-ce que je peux avoir un impact? Mais si tout le monde dit ça, mais si tout le monde dit ça, est-ce qu'un jour on Je te arrive? parle de Je mon pense cas qu'on a- personnel. Moi, je suis Oui. pas porte-parole de tout le monde. Je sais pas, j'ai le contraire, mais c'est ça que je dis que toi personnellement, si quelqu'un t'entend, parce que les gens vont te regarder, il y a des gens qui regardent YouTube. Je te dis, comprends, pays. mais- En fait, moi, je me dis, en fait, tu sais, alors ça revient à la question de départ. Comme vous décidez Moi, pas, vous subissez. non, mais je considère que pour moi, en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai aimé bien la question du départ de la route. C'est, est-ce que tu t'engages parce que tu as des convictions, tu as des valeurs, Mhm. ou tu t'engages pour du pouvoir? Mm. Moi, je m'engage parce que je veux être impactant pour améliorer le quotidien des gens. On est d'accord. Donc, en réalité, il peut y avoir des dirigeants avec qui je n'ai pas les mêmes valeurs, Mhm. mais si je me dis que ça sauve la vie d'une personne, je Mais dors mieux la nuit parce que j'ai sauvé la vie est-ce que d'une l'un personne. empêche l'autre? Est-ce qu'on peut pas s'engager pour changer Si la vie je- des gens et quand même Non, porter des mais valeurs c'est pas- derrière? Je pose D'abord, la question. je pense comme toi, je t'ai déjà dit. J'ai compris, oui. je sais Non, que ne tu me penses parle comme pas. moi. Mais je vais terminer juste ma phrase. Je Je suis vais prêt à dire que- je vais juste te dire que dans mon monde idéal, Mhm. des décideurs qui ont des valeurs, qui aiment l'Afrique et qui œuvrent avec l'économie pour développer l'Afrique. Exactement. Mais dans mon monde non idéal, puisque c'est pas moi qui choisis le côté gauche de décideur, si je peux œuvrer
pour quand même essayer d'améliorer, ne serait-ce que des La partie, 0,1%, je considère que c'est-à-dire, regarde, je te prends un exemple. Je m'entends pas avec le président d'un pays X. Ok, j'ouvre une maternité qui fait que maintenant derrière il y a des jeunes on va ouvrir l'université. Des jeunes peuvent faire médecine parce qu'il y aura des métiers qui peuvent faire médecin et que les gens que de soigner les femmes dans les rues vont pouvoir soigner à l'hôpital et que les enfants vont naître mieux. Ben moi, dans le monde idéal, si l'État m'accompagne, je suis heureux. Parce que le décideur le pense. Mais si l'État ne m'accompagne pas. Oui, mais Stéphane, si tu n'acceptes pas d'investir quelque part dans un projet, si tu dis non, écoutez, je pose ces conditions-là, je ne peux pas m'aventurer dans cette direction-là, mais si ils ont besoin de toi, vu que, comme tu dis, j'ai ouvert une maternité, si tu dis, je l'ouvre à cette condition-là, tu l'as dit à un moment donné. Parce qu'après, tu me dis quand je dis contradiction, tu l'as dit, t'as dit, moi, personnellement, je n'accepte pas d'investir dans un marché où il n'y a pas tel ou tel, où je pose des conditions qui apportent un avantage à la population. Mais là, il y a quelques minutes de ça, tu as dit, moi, je ne suis pas acteur, je ne peux rien faire. J'essaye de faire de mon mieux. Maintenant, ou on me suit, ou on ne me suit pas. Oui, je vais te répondre. Pour répondre, pour que ce soit aussi dans le dernier mot, justement, parce que juste l'autre question, c'est finalement comment aussi vous faites en termes de pirouette en Afrique, parce qu'on connaît les spécialités d'un certain nombre de politiques pour arriver quand même à prendre des décisions malgré qu'on sait comment ça fonctionne. Ce sera votre dernier mot. D'accord, merci beaucoup. Pour te répondre, oui, ça pour moi j'appelle ça, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure un peu plus sociologique, c'est le débat entre la théorie et la pratique. Dans la théorie, moi j'adhère à tout ce que tu dis. Dans la pratique, je suis pas en capacité de pouvoir dire... Non, c'est dans la pratique, tu as dit que tu refusais d'investir dans un projet si tu ne pouvais pas poser certaines conditions. Non, j'ai dit que je refusais d'accompagner des gens. Non, j'ai pas dit investir. Moi, j'investis pas dans les projets. Non, moi, j'accompagne des gens qui... Tu mets en relation. Il faudrait que je corrige la phrase. J'ai dit que je refusais d'accompagner des gens s'ils viennent dans des projets pour lesquels ils font pas gagner le continent. C'est-à-dire que j'ai la capacité de pouvoir refuser. Non, parce qu'en fait, j'ai la capacité de pouvoir dire non à l'investisseur qui veut investir, qui ne gagne pas, mais j'ai pas la capacité de dire non au chef d'État. Voilà la réalité du terrain. Oui, mais l'investisseur, si tu n'injectes pas d'argent, tu peux être chercher chef d'État. Moi, je fais pas fuir la question. Je fuis pas le débat. Moi, je veux juste expliquer que ce que tu vois pas, en fait, c'est terre à terre. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs tout à l'heure. Il y a deux acteurs autour de la table. L'investisseur, le chef d'État. Moi, l'investisseur, il me dit, j'aimerais rencontrer le chef d'État parce que je veux investir. Je lui donne les conditions qui font que le continent doit gagner. Mais moi, je suis l'accompagnateur chez le chef d'État. C'est pas moi le décideur. C'est-à-dire que si le chef d'État dit que lui, il veut investir sans les conditions, même si Stéphane lui disait, écoute, c'est pas la bonne condition, c'est lui le décideur. Maintenant, moi, je te dis ça. Après, si vous voulez, moi, je peux mentir, hein, vous dire que non, mais voilà, moi, je peux vous dire aussi qu'on est dans le monde où, voilà, moi, je dis au président de la République du Nigeria, non, tu dois pas faire ça. Il dit, parce que Stéphane l'a dit, je ne le fais pas. Bon, les gars, vous m'avez pas invité pour mentir. Vous m'avez invité pour dire la vérité. La vérité, c'est que le chef d'État, il dirige un pays. C'est le seul décideur. Ma seule influence, moi, elle est auprès de l'investisseur, à qui je fais comprendre que l'Afrique est un territoire d'opportunité. Que s'il vient parce que c'est rentable, il va gagner, mais le continent doit aussi gagner. D'accord. Maintenant, et vous, quand je en termes de l'emmène... commission, vous gagnez combien? Parce non, que mais moi... il doit gagner, mais il y a monsieur non, mais dedans. non, mais bien sûr, moi, je suis chef d'entreprise. Non, mais attendez, faut être c'est pas du bénévolat. Moi, je suis chef d'entreprise. Voilà, j'ai une entreprise qui accompagne les gens qui sont porteurs de projets pour s'implanter en Afrique. Donc, les gens, ils viennent, ils signent un contrat avec moi. Je suis rémunéré à la hauteur du contrat. Et ça, c'est comme Et nous espérons sur votre bonne foi que la commission n'impacte pas finalement les décisions, que quand la commission est trop grosse, vous laissez parfois passer, que certains projets ne soient pas trop gagnants du côté de l'Afrique. Je vous dirais, avec un peu d'humour, je pense que vu la force de la conviction dans le débat, je pense que je suis pas quelqu'un qui se réputé pour me coucher. Je pense que d'ailleurs, malgré le fait d'avoir été 1 contre 4, il n'y a pas un moment où vous avez vu que j'ai foncé. Tu vas pas dire ça quand même. Non, mais c'est pour dire que dans le débat où j'étais seul, vous avez vu que moi, mes convictions, j'étais toujours. Avoir de la rhétorique, ça veut pas dire être quelqu'un qui a des convictions. Tu n'étais pas 1 contre 4. C'est votre avis. Je vous laisse porter. Et vous avez l'élégance. Moi, j'étais neutre. Mais moi, en tout cas, dans mon parcours, vous pouvez regarder mon parcours, il n'y a aucun moment de la route, on a dit que mes convictions, je n'ai pas tenu. Bon, ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Et si je m'en sors, ça veut dire qu'a priori, ça se passe bien. En tout cas, merci pour votre transparence, Stéphane Tiki. J'ai beaucoup aimé notre échange parce que j'aime ça. Le fait que vous soyez... En tout cas, je trouve que votre parcours, il est inspirant. Et c'est réel. Parce qu'effectivement, le fait que vous... Alors, il n'y a pas de réconciliation, c'est je pense qu'il faut soulever des débats. Par contre, Missiva, je t'ai jamais vu aussi douce et on a vu ta complicité avec non, mais parce qu'on était d'accord sur les points. Complicité, alors beau. Alors, tu l'as appelé Missy.
Tu l'as appelé Missy, tu l'as pas appelé Missiva. Voilà. Non, mais après, c'est très agréable, hein, faut bien mais là, aussi. tu viens de définir ce Alors, à quoi ils servent les politiciens noirs. C'est pour adoucir. Alors, on va pas ouvrir le débat. on va pas- Donc merci beaucoup. Franchement, merci pour ce, merci Non, pour je t'en prie, pour c'était un vrai plaisir, avoir je suis très content d'avoir été partagé avec ton vous. avis. C'était J'adore. une belle, Moi, je suis une belle authentique, vous avez vu, rencontre. hein, je suis vrai. Merci à vous aussi, merci Missiva, parce que tu as été particulièrement douce, c'était fort agréable. Et Ça veut dire quoi, ça? ce que ça veut dire, voyons. Et voilà. Dia, merci encore pour tes analyses et puis tes informations. Je Est-ce que réfléchis encore. Oui. Oui. Alors, Liquide. les amis, comme vous l'aurez compris, on est pris par le temps. Oui. Le sujet est vraiment important. J'espère qu'on pourra se retrouver. Avec Et si vous plaisir. voulez vraiment qu'on se retrouve pour rentrer en profondeur, parce qu'il y a pas mal de choses encore à aborder, On fait quand le match n'hésitez retour. pas à liker, Quand tu veux. à partager, parce qu'il doit y avoir un retour Compétiteur. par rapport à ce sujet. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bravo la Merci. Avant de se quitter, retenez bien ceci. Les plus grands bouleversements ne commencent pas par des révolutions, ils commencent par des prises de conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais, le vrai pouvoir ne se crie pas, il se construit, brique par brique, investissement par investissement. C'est dans cette logique que nous avons lancé les piliers de l'enrichissement, un programme conçu pour relier ceux qui veulent avancer à ceux qui ont déjà franchi les étapes. Des mentors aguerris, issus de l'immobilier, de la bourse, de la crypto-monnaie, du business en ligne, du mindset et du développement personnel, de l'entrepreneuriat, des femmes et des hommes qui partagent ce qu'ils ont appris, expérimenté et transformé en résultats. Nous avons imaginé 3 niveaux d'accompagnement pour nous adapter à votre rythme, à votre vision et à vos moyens. Pour celles et ceux qui démarrent doucement, nous avons prévu ça. Pour ceux qui veulent apprendre vite et bien, pareil. Et pour ceux qui veulent exploser les plafonds, guidés par des experts, vous avez les liens dans la description, où vous pouvez directement aussi, si vous le souhaitez, réserver un appel avec un membre de notre équipe pour adapter le programme. Parce que l'enrichissement, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et plus nous serons nombreux à réussir, plus notre communauté deviendra incontournable. Quand le savoir circule, la richesse s'enracine. Et quand les deux se croisent, une nation renaît. À très vite pour continuer à apprendre, construire et poser les fondations d'une puissance afro consciente et assumée.